Alors, nous n'avons pas encore commencé l'analyse critique de la Constitution, des 89 articles de la Constitution de 1958. Et là, aujourd'hui, on va faire une petite avant-goût, avant-première, concernant un article avec ce sous-article, qui est l'article 68. Alors, aujourd'hui, on ne va pas faire l'analyse critique de l'article 68 de la Constitution, analyse critique avec notre méthode clarté, précision, cohérence, analyse objective. Non, on va regarder on va porter un regard plus subjectif, plus polémique sur cet article 68. Alors, je donne tout de suite teneur de cet article. Il se situe dans le titre 10, qui s'intitule de la responsabilité pénale des membres du gouvernement. Donc, il s'agit bien de responsabilité pénale et il s'agit de membres du gouvernement uniquement. Hein. Voilà. Alors, l'article 68.1, la première déclinaison, dit ceci. Bon, je passe très rapidement, mais bon, c'est important quand même de savoir de quoi on parle. Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, actes qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Cour de justice de la République. La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi. L'article 68.2 dit ceci: la Cour de justice de la République comprend 15 juges, 12 parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal par l'Assemblée nationale et par le Sénat, 3 magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l'un préside la Cour de justice de la République. Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du gouvernement, dans l'exercice de ses fonctions, peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes. Cette commission des requêtes ordonne soit le classement de la procédure, soit elle le transmet au procureur général près la Cour de cassation, aux fins d'une éventuelle saisine de la Cour de justice de la République. Ce procureur général, auprès de la Cour de cassation, peut aussi saisir la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes. Et une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. Alors, aujourd'hui, il s'agit je vous propose de débattre de la question de la responsabilité en général, de la responsabilité des détenteurs du pouvoir. Il y a donc, en fait, par rapport à l'intitulé très précis et très restrictif, de fait, de l'article 68, qui parle de responsabilité pénale et qui parle de membres du gouvernement, je propose d'élargir d'une part la notion de responsabilité, c'est-à-dire autre que la responsabilité pénale, et puis d'élargir la notion de membre de gouvernement et d'élargir la notion de détenteur du pouvoir. Ainsi donc, il s'agirait de débattre de la question de la responsabilité, en général, des détenteurs du pouvoir politique en France. La responsabilité des détenteurs du pouvoir, elle a plusieurs niveaux. Elle a un premier niveau, qui sont des délits qui sont liés aux infractions existantes dans le code pénal, identiques aux citoyens ordinaires, et qui sont censés être traités de la même façon. Hein, si un détenteur du pouvoir commet un crime de sang, etc., il n'y a pas de différence particulière à établir. Il y a un deuxième niveau qui a fait l'objet d'ailleurs des toutes premières juridictions vis-à-vis des détenteurs du pouvoir, puisque ça date en fait de Louis XIV. C'est les délits de concussion. Alors, délit de concussion, ça veut tout simplement dire la corruption, hein, c'est-à-dire l'utilisation des fins personnelles de l'argent public ou détournement d'argent public. Et, eh bien, disons, toutes ces choses sont assez anciennes, elles datent certainement de l'Antiquité.
mais sous l'Ancien Régime et a fortiori sous les régimes antérieurs, eh bien, ça se passait, disons, dans le cénacle obscur, disons, occulté aux yeux du grand public du pouvoir autoritaire et monarchique, à savoir que ils s'arrangeaient entre eux. Et le premier qui a juridicé, en fait, alors, je ne sais pas quel est le terme, juridictionné, cette affaire, c'est Louis XIV qui, pour une affaire effectivement de conclusion de son intendant général, a cru bien faire en le faisant passer devant une espèce de tribunal au lieu de lui tout simplement ordonner de partir en détention ou de partir en exil. Et puis, donc, il y a ce troisième niveau dont j'aimerais plus particulièrement vous parler. C'est un niveau non identifié qu'on va qualifier de terme de politique, c'est-à-dire voilà, la responsabilité politique. Il s'agit donc de l'identification d'une problématique qui est sous-jacente. On s'en rend compte lorsqu'on étudie disons, toute l'historique du traitement juridique de la responsabilité pénale des membres du gouvernement. Il n'y a pas autre chose que ça, puisqu'il n'y a jamais eu autre chose que ça dans les constitutions, mis à part peut-être les premières, la constitution de la Première République, hein, sous la période révolutionnaire, entre 89 et 94. Donc c'est sous-jacent. Il s'agit tout simplement de la responsabilité politique, proprement dite, attachée à cette notion nouvelle qui est apparue en 1789, cette notion de représentant. Représentant, là, bien sûr, c'est une notion qui était absente sous la monarchie, qui donc traitait directement ses affaires en interne, sauf le cas de Louis XIV dont je viens de parler, et qui est apparu avec le gouvernement représentatif. Donc, on a assisté à des premières disons, tâtonnements dans ce domaine. Hein. Alors, le premier acte, je dirais, c'est un acte intermédiaire, puisqu'il fait la transition entre l'Ancien Régime et le Nouveau Régime. C'est la responsabilité du monarque devant le peuple. Hein. Louis Capet, voilà, qui passe en jugement devant, alors, pas le peuple, mais les représentants. Et puisque vous savez que donc, le procès de Louis XIV a eu lieu tout simplement au sein de la Convention. Voilà. Louis XVI. Louis XVI. J'ai dit Louis XIV, c'est Louis XVI, bien sûr. Louis XVI. Le deuxième acte, c'est la mise en place de dispositifs pour mettre en cause la responsabilité des représentants. Hein, au départ devant leur père, puisque les dénonciations, les mises en accusation se font ne se font pas à partir du peuple très souvent, sauf que le peuple envahissait la Convention. Mais la plupart du temps, c'est entre les gens de la Convention, mais via un tribunal révolutionnaire, c'est-à-dire via un tribunal, un jugement, donc une mise en accusation par le système représentatif, mais disons une instruction du jugement, une instruction et un jugement via le tribunal populaire. Alors, la première question qu'on doit se poser, que moi je me pose, c'est qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est que la responsabilité politique? Est-ce qu'on peut accuser un détenteur du pouvoir pour les résultats constatés de la politique menée? Voilà la première question que je pose. La deuxième question, c'est qui est concerné? S'il s'agit de constater
des résultats délictuels ou criminels d'une politique menée, qui va-t-on accuser? Les membres de l'exécutif? Jusqu'à quel niveau? Les membres du législatif? Bon, les membres du législatif, je dirais c'est plus clair, hein, c'est les députés, les sénateurs, et puis éventuellement toutes les assemblées régionales, les cantons, les députés, délégués cantonaux, etc. Et puis pourquoi pas les membres du judiciaire, hein, voilà. Alors, et puis la troisième question, donc, première question, est-ce que la notion de mise en accusation pour des résultats de politique, c'est recevable? Deuxième question, qui est concerné? Et troisième question, comment juger? Alors, comment juger? C'est une question à 2 étages. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une loi pour qu'on puisse juger. Bon, la loi, on va le voir, elle est quasiment inexistante, sauf sur des cas très précis de trahison, toujours liés à des conflits armés. Et puis, quel type de tribunal? Alors, jusqu'à présent, face à ces 3 interrogations, qui sont des interrogations, disons, en creux, tacites, qu'on ne sait, pas qu'on ne sait pas poser, que certainement certains penseurs se sont posés, mais que pratiquement aucun éditorialiste ou polémiste n'a jamais osé mettre sur le tapis. Eh bien, par rapport à ces 3 questions surplombantes, on va dire, eh bien, jusqu'à présent, c'était la solution de facilité, c'est-à-dire impunité, immunité ou impunité, ou plus exactement, absence d'incrimination. C'est-à-dire absence d'incrimination, on sait que ça veut dire un texte qui définit une infraction. Donc il n'y a pas de définition de l'infraction politique, et donc comme ça on est débarrassé de ce problème. Alors on pourrait se demander pourquoi est-ce que les juristes, notamment en France, où on est spécialiste de l'ergotage juridique, pourquoi est-ce qu'on n'a jamais travaillé sur cette question de l'incrimination, de la responsabilité politique? Eh ben, moi je tenterai une explication autre. Bon, c'est la solution de facilité, tandis que c'est compliqué, c'est tellement compliqué qu'on ne le met pas en chantier. Mais il y a aussi que commencer à travailler sur l'incrimination des résultats d'une politique, ça, disons, ça met en danger la profession d'homme politique. Du coup, la profession d'homme politique devient une profession risquée. Alors qu'aujourd'hui, elle est sans risque, bon, mis à part des cas de conflit où il va y avoir des affaires de trahison, etc. Hein, on pense à monsieur... comment il s'appelle, monsieur Vichy, là, j'oublie son nom, là, le général Pétain, n'est-ce pas? Voilà. La profession d'homme politique, c'est une profession sans risque, hein, contrairement d'ailleurs à la profession de gestionnaire des entreprises, hein, puisque le gestionnaire politique, lui, bon, il peut faire faillite sans problème. Le gestionnaire d'entreprise, quand il fait une faillite, c'est beaucoup plus grave pour lui. Et alors, cette absence d'incrimination qui est non contestable, hein, bon, et à mon avis, elle repose sur le principe même de la représentation. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un représentant du peuple? Eh bien, finalement, représentant du peuple, c'est quelqu'un qui représente le peuple avec toute la gloriole et la vertu qui est attachée, mais sans les risques. La preuve, ce mandat impératif, qui est interdit par la Constitution, qui dit qu'il est, certes, investi d'un pouvoir symbolique, etc., tout ce qu'on veut, mais il n'a pas de responsabilité. Il agit en son âme et conscience. Il agit pour son propre compte. Il est investi d'un mandat. On se demande d'ailleurs de quelle nature est ce mandat, s'il n'est pas impératif et s'il n'est pas responsable de son mandat. Eh bien, on pourrait presque dire qu'il est de nature divine, finalement, ce mandat. Alors,
toutes ces réflexions nous amènent à penser très sérieusement à la mise en place d'une notion de responsabilité politique. Et lorsqu'on étudie l'historique du traitement de la responsabilité des ministres, on constate qu'il y a une confusion permanente entre la notion de responsabilité politique et de responsabilité pénale. Confusion qui souligne ce flou dont je parle sur la notion de responsabilité politique et donc la carence en termes de définition juridique, en termes d'incrimination, comme je viens de le dire. Alors, bon, je vais évacuer tout de suite l'objection qui dirait mais il y a déjà quelque chose dans l'article 49 de la Constitution, article 49 qui stipule qu'il y a une obligation de démissionner pour celui qui perd la confiance de l'organe devant lequel il est responsable, hein, bon, c'est la fameuse motion de censure, mais bon, il ne s'agit pas là, en l'espèce, d'un type de responsabilité qui pourrait conduire à la mise en accusation de la personne considérée, le ministre, en quelque sorte, en l'espèce, devant une instance judiciaire, parce que cette responsabilité politique-là, celle qu'on cherche à définir, elle emporte nécessairement la perpétration de crimes ou de délits pouvant être qualifiés de politiques. Et cette responsabilité politique-là, que nous cherchons à circonscrire, devrait trouver sa place dans le cadre d'un code répressif spécifique, voire même, pourquoi pas, être incluse dans le code pénal lui-même. Alors aujourd'hui, la plupart des États démocratiques, les États dits démocratiques, dans la plupart des États dits démocratiques, la responsabilité pénale fait l'objet de règles spécifiques afin de soi-disant prévenir l'apparition, empêcher l'apparition d'une justice politique qui pourrait être portée par des tribunaux de droit commun. Quelle horreur! Cette idée, c'est une idée qui semble s'imposer d'elle-même dans le débat public, et elle emporte de fait une autre idée induite, idée très contestable, qu'il ne pourrait pas, qu'il ne puisse pas y avoir de justice politique dans un État démocratique. Or, la question la plus importante, c'est pas de savoir si la mise en cause d'un ministre dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire doit avoir des conséquences politiques. C'est ce qu'on nous met sur le tapis aujourd'hui pour nous dire, voyez, il ne faut pas de justice politique, et que j'appelle moi un contre-feu, parce qu'elle ramène la vie politique au niveau des faits divers. Mais la question, c'est bien plutôt de savoir si un ministre, tout comme le chef de l'État d'ailleurs, tout comme d'autres détenteurs du pouvoir politique, pourrait être mis en cause pénalement par rapport à ses, j'allais dire, choix politiques, mais par rapport aux résultats, surtout, de ces choix politiques, aux résultats constatés de la politique menée. Définition que j'ai donnée tout à l'heure un peu plus haut. Or, que dit le code pénal actuel des délits politiques? Le code pénal, il connaît un petit peu l'infraction politique, mais il ignore la responsabilité politique. Il fait distinguo entre infraction et responsabilité. L'infraction politique, en France, dans le code pénal français, elles sont regroupées au livre 2, qui s'appelle Des crimes et délits contre les personnes, et le livre 4, intitulé Infraction contre la nation, l'État et la paix publique. Et le code pénal distingue deux cas. Premier cas, dit cas objectif. Cette infraction politique regroupe toutes les infractions accusées par l'État de porter atteinte à l'ordre public et social, aux institutions politiques, à la sûreté de l'État, trahison, espionnage, intelligence avec l'ennemi, insurrection, etc., etc. Tout ça est bien listé. Second cas, est bien listé et assez objectif, il faut le dire. Dans le second cas, l'infraction politique, deuxième catégorie, deuxième typologie d'infraction politique, c'est des infractions politiques qui ressemblent à des infractions de droit commun, mais qui s'en distinguent uniquement par le mobile. C'est-à-dire que la perpétration du délit est identique, mais le mobile n'est pas le même.
Alors, c'est ce que certains anarchistes qualifiaient d'expropriation. Ça pouvait être considéré soit comme une infraction politique visant à contester la légitimité de la propriété, soit au contraire comme un vol ordinaire. Voilà, tout dépend du mobile. C'est dans ce cas-là alors essentiellement la qualification pénale qui sera retenue par le juge qui permettra de trancher entre une infraction politique et une infraction de droit commun. Pour la petite histoire, de plus en plus, certains crimes se voient refuser le statut d'infraction politique malgré leur motivation patente. Il s'agit essentiellement des crimes qualifiés de terrorisme. Alors là, le pouvoir de qualification pénale est décisif parce qu'il emporte ensuite l'échelle des sanctions. Ou alors des crimes contre l'humanité qui relèvent d'un régime juridique entièrement distinct du fait de la nature particulièrement grave des crimes commis. Alors, concernant maintenant, voilà donc tout ce qu'il y a dans le code pénal actuellement. Concernant la responsabilité politique, il n'y a rien. On chercherait en vain une incrimination, c'est-à-dire un texte définissant une infraction, une incrimination de la responsabilité politique dans tout le corpus juridico-répressif actuel. J'ai parlé un petit peu de l'article 49 de la Constitution qui évoque une responsabilité politique des membres du gouvernement à l'égard de l'Assemblée nationale. On sait aussi que sur le plan individuel, un ministre peut être révoqué par le président sur proposition du Premier ministre, mais ce type de responsabilité n'emporte pas de sanctions ni financières ni physiques et échappe donc à toute pénalisation. C'est donc pas une répression, c'est donc pas une incrimination au sens juridique puisqu'il n'y a pas de sanction. Il n'en reste pas moins que certaines décisions de nature proprement politique, prises par des agents de l'exécutif, ministres, mais également préfets, maires et technocrates, et également d'autres détenteurs du pouvoir, par exemple les législateurs qui vont faire des lois qui vont induire ou qui vont permettre l'action de l'exécutif, eh bien, toutes ces décisions, tous ces actes pourraient être assimilés à des crimes ou des délits. Pour cela, il y aurait lieu d'envisager des aménagements du code pénal, des aménagements qui prendraient en compte la qualité du contrevenant, d'agents de l'exécutif ou d'agents du législatif, ou éventuellement de magistrats dans le cas d'une jurisprudence, de prendre en compte tout cela en tant que circonstance aggravante pour des crimes et délits existants notamment dans le livre 2 des crimes et délits contre les personnes, articles 211.1 à 227.33 du Code pénal. D'une part, et d'autre part, envisager la création de nouveaux crimes et délits. Donc, aggravation de crimes existants, crimes et délits existants, création de nouveaux crimes et délits d'autre part. Ça serait un premier pas, ces mesures que je suggère seraient un premier pas vers la reconnaissance de l'existence de délits spécifiquement politiques. Alors, pour cela, il serait nécessaire de procéder à 3 trains de mesures. Aménagement du code pénal prenant en compte la qualité d'agent de l'exécutif, du législatif ou du judiciaire en tant que circonstance aggravante pour des crimes et délits existants. Deuxième train de mesure, aménagement du code pénal par la création de nouveaux crimes et délits prenant en compte la qualité du contrevenant. Et puis, troisième train, création d'une juridiction spécifique pour le jugement des infractions, délits et crimes dénommés politiques. Alors, concernant le premier train de mesure, le principe à retenir, c'est que les détenteurs du pouvoir peuvent mettre en danger la vie d'une ou de plusieurs personnes, voire de la population tout entière, en prenant des décisions, ou en votant des lois, ou en prenant des jugements, notamment dans le domaine, alors
je dis notamment dans le domaine de la santé et de l'agriculture, parce que c'est des domaines dans lesquels on va tout de suite pouvoir voir les applications possibles avec des événements précis. Et à ce titre, ils peuvent être poursuivis déjà par l'application des dispositions du Code pénal, hein, livre 2, des crimes et délits contre les personnes, c'est les articles 211.1 à 227.33, dont notamment tout ce qui concerne les crimes contre l'humanité et l'espèce humaine, c'est les articles 211.1 à 215.3, et tout ce qui concerne les atteintes à la personne humaine, c'est les articles 221.1 à 227.33. Les atteintes à la personne humaine, c'est les atteintes à la vie, les atteintes à la personne constituées par disparition forcée, les atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne, la mise en danger de la personne, les atteintes à la dignité et les atteintes à la personnalité. Alors, les aménagements à envisager, ce serait après la section 3 du chapitre 3 du titre 2, cette section 3, elle s'intitule « Définition de certaines circonstances entraînant l'aggravation, la diminution ou l'exemption des peines », il y aurait lieu d'ajouter une section 4 qui s'intitulerait « Des causes d'aggravation de la responsabilité pour motifs politiques » et qui listerait un certain nombre d'articles à rédiger dans l'État bien entendu, mais qui s'appuierait sur 3 grands principes. Premier principe, une notion nouvelle de crime et délit politique concernant certaines décisions des détenteurs du pouvoir dans le cadre de leurs fonctions. Deuxième principe, une responsabilité automatique. Alors ça c'est très important parce qu'on va voir que, enfin on va pas avoir le temps d'étudier, mais si on étudie à fond les 2 grandes affaires de ces dernières années, c'est-à-dire le sang contaminé et le Covid, on va faire se voir que les responsables politiques ont pu être exonérés de toute responsabilité parce qu'il n'y a pas cette automaticité de la responsabilité en fait, je suggère d'ajouter dans cette section. Donc une responsabilité automatique des agents du pouvoir pour dommages subis par la population dans leur domaine d'attribution. À partir du moment où il y a un domaine d'attribution, il y a un dommage subi par la population, il y a responsabilité automatique. Et troisième pilier, une aggravation de la responsabilité de l'agent public en fonction de sa hiérarchie au sein de l'appareil exécutif, bien entendu. Alors, on ne va pas étudier l'affaire du sang contaminé et l'affaire de la crise du Covid-19, mais dans le cadre, disons, d'un atelier de travaux pratiques, on peut de façon très précise voir quelles seraient les conséquences de l'application de ces 3 trains de mesures, de cette première mesure, de ce premier train de mesures basé sur ces 3 principes. Je rappelle que l'affaire du sang contaminé s'est soldée par conclusion qu'on peut résumer ainsi: au-delà du caractère polémique des décisions judiciaires prises par les tribunaux dans cette affaire, à aucun moment la responsabilité proprement politique ne fut invoquée pour incriminer les accusés. Le juge s'en est tenu exclusivement aux dispositions ordinaires prévues par le Code pénal, sans même avoir tenu compte de la section 3 que je suggère, disons, d'aggraver. Cette section 3 qui s'appelait déjà disposition pénale définissant certaines circonstances entraînant l'aggravation des peines. Et il a dit, ça ne s'applique pas. Voilà. Bon, et puis, très rapidement, parce qu'on peut en parler pendant 1 heure, ensuite, concernant le Covid, la Cour de cassation a annulé la mise en examen, par exemple, de l'ancienne ministre de la Santé, Mme Buzyn, par la CJR, justement, accusation pour mise en danger d'autrui, faute d'obligation particulière de prudence. C'est-à-dire qu'il n'a pas trouvé, la Cour de cassation n'a pas trouvé dans les textes que Mme Buzyn devait être prudente. Enfin, il n'y a pas de texte qui lui dit qu'il fallait être prudente. Alors que moi, je dis, à partir du moment où Buzyn
elle est responsable, elle est ministre de la Santé, il y a responsabilité automatique, comme ça, c'est même pas la peine d'aller chercher pour voir si quelque chose en était. Non, voilà. Ces 2 faillites judiciaires auraient pu être évitées si ces 3 aménagements proposés avaient été effectifs au moment des faits. Deuxième train de mesure. Aménagement du code pénal par la création de nouveaux crimes et délits prenant en compte la qualité de détenteur du pouvoir par le contrevenant. C'est, 2 rubriques, le non-respect d'un programme électoral ou d'un programme de gouvernement et la mauvaise gestion des finances publiques. Alors, le non-respect d'un programme électoral ou de gouvernement. Donc, l'article 27, nous le savons tous, de la Constitution, indique que tout mandat impératif est nul. Ça veut dire en clair que les élus ne sont pas tenus par leurs programmes électoraux et ne peuvent donc pas, en toute logique, être tenus pour responsables de leur non-exécution lorsqu'ils ont accédé au pouvoir ou de l'exécution, disons, désastreuse si jamais ils l'avaient exécuté et que ça n'ait pas donné les résultats qu'ils avaient annoncés dans leur profession de foi. Ce traitement judiciaire du contrat politique tranche singulièrement, je l'ai déjà dit, je le répète, avec celui du contrat civil, dont le non-respect des obligations qu'il définit est réprimé par la loi et sanctionné par les tribunaux. Alors, non-respect du contrat civil, un contrat, pas forcément un contrat commercial, mais tout contrat civil qui n'est pas respecté, mais un contrat électoral, voilà, n'est pas assimilé à ce type de sanction. Donc, afin de gommer cette différence de traitement, il conviendrait d'abroger cette disposition de l'article 27 en la remplaçant par cette disposition proposée. Tout élu de la République est supposé avoir contracté un engagement avec ses électeurs sur la base formelle de son programme électoral, relevant du droit des obligations. Donc on raccroche le programme électoral à la notion de contrat et à la notion de droit des obligations qui, on l'a vu déjà dans une émission précédente, est extrêmement précis et extrêmement détaillé. Le non-respect des obligations indiquées dans un programme politique peut faire l'objet de sanctions dont le détail figurerait dans le code électoral. Deuxième rubrique, la mauvaise gestion des finances publiques. La mauvaise gestion des finances publiques constitue, objectivement, un préjudice grave pour l'ensemble des citoyens électeurs. L'infraction est caractérisée, constatée par l'infraction est caractérisée par la constatation d'un déficit public. Et selon l'ampleur des déficits, les gestionnaires publics peuvent être poursuivis selon des chefs d'accusation allant de l'infraction au délit, voire au crime, en fonction de l'ampleur du déficit. Pour cela, je propose d'aligner la codification de ces infractions sur celle du Code de commerce, tout simplement, et les sanctions, de les aligner sur les fautes de gestion des dirigeants de société. Troisième train de mesure, création d'une juridiction spécifique pour le traitement des infractions, délits et crimes politiques. Alors, nonobstant la nécessité de rejeter toute impunité ou immunité des détenteurs de pouvoir politique, il me semble qu'il ressort de tout ce que je viens de dire que ces détenteurs de pouvoir politique ne sauraient pour autant être considérés comme des justiciables ordinaires. C'est-à-dire qu'il faut considérer que ce ne sont pas des justiciables ordinaires, parce que justement, ils sont détenteurs du pouvoir politique, plus ou moins grand, mais détenteurs d'une partie du pouvoir politique, Et donc, de responsabilité dans les résultats de la politique de la nation. Et pour cette la double raison, qu'ils sont des représentants du peuple souverain, d'une part, et qu'ils pèsent sur les enjeux fondamentaux pour l'avenir de la nation tout entière, d'autre part, les infractions, délits et crimes qu'ils commettent
en sont d'autant plus graves. Dès lors, il apparaît qu'aucune juridiction existante n'est en réalité adaptée au traitement de cette responsabilité nouvelle, et que seule une juridiction qui émanerait du peuple lui-même serait alors légitime et appropriée au traitement de ces délits. L'article 2 du titre 1 de la Constitution, qui définit la souveraineté, cet article stipule que le principe de la République est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. En toute logique, son prolongement judiciaire serait, tout naturellement, jugement par le peuple. Gouverné par le peuple et pour le peuple, et jugé par le peuple. En effet, si le gouvernement émane du peuple, s'il n'existe ce gouvernement que par le peuple, et qu'il ne gouverne que pour le peuple, il ne peut donc être jugé que par le peuple. Il en résulte toujours, en termes logiques, que tous les délits relevant de la catégorie qu'on aurait ainsi définie de délits politiques, délits ou crimes, devraient être jugés devant des tribunaux populaires, aussi bien pour les contrevenants membres de l'exécutif que pour les contrevenants membres du législatif, voire ceux issus de l'institution judiciaire, et qu'une loi organique définissant par ailleurs les niveaux de responsabilité intérieure de chaque ordre soit établie pour parachever l'ensemble de ce dispositif.